je vous dis génie, vous pensez immédiatement à Einstein, Beethoven, Michel-Ange, Newton et Beth Hammond, bien sûr. Is your match over? Yes, I won. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes, en gros. You didn't know that. Cette intelligence, elle émane évidemment de notre cerveau, un genre d'ordinateur vivant, une machine à résoudre des problèmes. Il pèse environ 1,5 kg, contient pas moins de 100 milliards de neurones qui forment un vaste réseau. Dans un tout petit centimètre cube de votre caboche, il y aurait pas moins de 10 000 milliards de connexions nerveuses, des synapses. You're astounding. On a tous, grosso modo, le même cerveau, mais on n'est pas tous dotés des mêmes capacités cérébrales. On parle d'intelligence supérieure pour quelqu'un qui est doté d'un quotient intellectuel supérieur à 140. Si vous avez un QI pareil, vous avez une capacité hors du commun à résoudre des problèmes. À voler des cachetons dans une pièce fermée à clé, par exemple. On est d'accord, c'est pas exactement la meilleure utilisation que fait Beth de son intelligence. Mais avoir un gros QI n'est pas la garantie de devenir un génie. L'un des pionniers des mesures de QI, Lewis Terman de l'université de Stanford, avait suivi 1500 jeunes californiens dotés d'un QI supérieur à 140. Il était persuadé que beaucoup d'entre eux allaient devenir des prodiges. C'était dans les années 1920. Résultat de la manœuvre, aucun d'entre eux n'avait vraiment fait des étincelles, certains avaient même abandonné leurs études. Le génie, c'est donc beaucoup plus qu'un QI démesuré. C'est la capacité à créer quelque chose de très original, de remarquable. Être un génie, en quelque sorte, c'est être extrêmement créatif. Comme Beth, par exemple, qui assène des coups de maître à ses adversaires, ou comme Einstein, qui, en 1915, propose sa théorie de la relativité générale. Une théorie complètement révolutionnaire qui bouleverse notre façon de voir le monde. Einstein était un fucking visionnaire. Mais que pouvait-il bien y avoir dans sa caboche? Figurez-vous qu'on le sait, car sa caboche a été volée. Alors même que le grand savant avait explicitement demandé à ce que son corps ne fasse pas l'objet d'études après sa mort, Thomas Harvey a prélevé l'encéphale du génie après avoir procédé à son autopsie. Et ça, sans aucune autorisation préalable de sa famille. Go figure. Il a préservé ce trésor dans du formol, l'a ensuite découpé, photographié sur toutes ses coutures dans l'espoir de percer le mystère de cette incroyable intelligence. Il a ensuite envoyé ces clichés à travers le monde à ses collègues, des clichés qui ont été à plusieurs reprises analysés au fil des décennies. Dans les années 2010, grâce à ces photos, des neurologues ont montré que le cerveau d'Einstein n'était pas exactement foutu comme celui du commun des mortels. Le corps calleux, ce faisceau de fibres nerveuses qui relie les 4 lobes du cerveau, est plus épais que la normale. Or, on pense que plus le corps calleux est développé, plus les informations circulent entre les 4 lobes, plus les associations d'idées sont nombreuses, bref, plus on est créatif. Plus récemment encore, des scientifiques ont fait passer des IRM à des enfants dotés d'un QI supérieur à 120. Ces images ont notamment révélé que le cerveau de ces surdoués se développe un peu différemment de celui des autres. You think I'm crazy? Chez les enfants d'intelligence normale, le cortex s'épaissit jusqu'à 7 ans, puis s'amincit jusqu'à 19 ans. Mais chez les surdoués, le développement est différent. Le cortex s'épaissit non pas jusqu'à 7 ans, mais jusqu'à 11 ans. Ces enfants semblent donc avoir plus de temps que les autres pour fabriquer des réseaux de neurones, ce qui leur permet probablement d'emmagasiner plus d'informations, de les traiter plus rapidement, bref, d'apprendre davantage. À l'image de Beth, qui, à l'âge de 9 ans, joue déjà comme une championne grâce à des échecs imaginaires. D'autres études encore ont montré que la différence de QI d'un individu à l'autre sont le résultat de différences génétiques. Autrement dit, l'intelligence est en partie héréditaire. Bref, la grande intelligence ou le génie s'explique par des prédispositions physiologiques. Mais attention, avoir des prédispositions ne suffit pas pour devenir un génie. Parmi les surdoués de nature, seuls ceux qui travaillent beaucoup finissent par accomplir de grandes choses. Vous visualisez Beth qui potasse tout le temps ses bouquins de stratégie? Eh ben, elle a tout compris. I should probably learn how to speak Russian. L'environnement compte aussi énormément. Michel-Ange ou Léonard de Vinci avaient probablement un gros corps calleux et un épais cortex. Mais ils avaient aussi la chance de vivre à l'époque foisonnante et inspirante de la Renaissance. Époque durant laquelle des mécènes sponsorisaient les artistes et les scientifiques. Et ouais, Einstein, lui, vivait au début du XXe siècle, à une époque d'incroyable émulation entre les chercheurs. Le talent de Beth a quant à lui été très vite remarqué par le concierge, puis par des joueurs de renommée mondiale. Son génie a donc très vite été nourri.
S'ils ne sont pas soutenus, les génies en puissance ont de grandes chances de ne jamais devenir productifs. Ce fut notamment le cas des femmes qui, durant des siècles, ont rarement été considérées comme des potentiels génies, mais plutôt comme de futures mères, épouses et femmes au foyer. I would say that it's much easier to play chess without the burden of an Adam's apple. Tout ce génie gâché au nom du patriarcat et du machisme. C'est moche.